19 h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Accalmie relative sur les lignes de front dans le territoire de Rutshuru. Les Wazalendo motivés font pression sur le groupement de Buiza pour s'ouvrir la voie sur Rutshuru Centre et Bunagana. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Top Congo FM. Colère de la veuve Chébé après la sortie médiatique du général fugitif John Numbi. Elle demande au gouvernement d'accélérer la pression pour obtenir l'extradition de l'ex-inspecteur général des FARDC. Top Congo FM. Les 4 vedettes destinées au transport sur le lac Kivu sont à présent au quai de Bukavu. Le trafic va démarrer après la réhabilitation de ce quai. Top Congo FM. Menace d'extinction des perroquets gréés à Colotte Rouge de la province du Maniema. Une délégation d'acteurs œuvrant dans le secteur de l'environnement venus du Maniema et quelques cadres et agents de l'Institut congolais de la conservation de la nature ont réfléchi sur cette problématique. C'était lundi au cours d'un atelier d'échange organisé à Kinshasa. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, le territoire de Rutshuru, on parle des Wazalendo qui font pression sur le groupement de Buiza pour s'ouvrir la voie sur Rutshuru Centre. C'est Thierry Loeté, membre de la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Il précise que la puissance de feu des patriotes Wazalendo est exceptionnelle. On l'écoute. Les patriotes, nos jeunes résistants évoluent. Et si nous sommes vers Buiza, ce que la défense et la sécurité de notre pays est bien défendue par le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le Congo de Lumumba est en train d'être libéré par de jeunes qui se disent on est révoltés, on défend notre pays. Mais ce patriote, ces jeunes résistants avancent et ils vont prendre Rutshuru et Bunagana et ça sera une paix des braves. La victoire de Félix Tshisekedi sera au rendez-vous. Donc aujourd'hui, les Wazalendo ont la capacité de prendre Rutshuru Centre et Bunagana. Mais c'est ça la réalité, parce que ce sont des jeunes qui se disent l'agression nous a fait tant de tort, l'agression nous a fait tant du mal et on se dit on défend notre pays. Mais après ça, il faut une feuille de route importante par rapport à tout ce qui se passe. Mais ces jeunes-là, ces jeunes résistants défendent le Congo de Tshisekedi, défendent le Congo de Mzee Laurent Désiré Kabila, défendent le Congo de Lumumba, défendent le Congo de Luboya Kachama, défendre le Congo d'Endima, ils défendent le Congo de Chirimwami. Et c'est ce Congo-là qu'on veut un Congo libéré. Thierry Loeté, membre de la société civile de la province du Nord Kivu, et on parle du conflit territorial dans la province du Nord Ubangi. Des localités ont été entièrement incendiées dans le groupement de Gwembele, dans le territoire de Yakoma. Les auteurs de cet acte sont les habitants du groupement Laou. Des blessés ont également été enregistrés. Par ailleurs, le calme a été rétabli après l'intervention de la police. Les chefs des deux groupements ont été appelés au chef-lieu de la province. Donatien Yakpa, chef du groupement Gwembele, appelle le gouvernement à apporter l'assistance aux victimes qui passent la nuit à la Belle Étoile. On l'écoute au téléphone de Walter Couille. Ils ont incendié toutes les maisons, ils ont fait des pillages, le bien des valeurs, tout est parti. Jusqu'à l'heure dont je vous parle, ma population passe la nuit sur le Belle Étoile. La police au niveau du territoire de Yakoma n'est pas intervenue pour remettre de l'ordre. La police était allée sur le terrain, ils ont fait les constats. C'était plus de 300 maisons qui sont incendiées, sans compter les paillotes et le bien des valeurs. À l'heure dont je vous parle, il y a un message officiel émanant du gouvernement de la province, selon lequel on nous invite tous à l'autre dans la province pour que nous puissions un peu parler autour de ces problèmes. Il y a déjà l'ordre par rapport à la présence des forces de l'ordre, la police et la FARDC ainsi que les agents des actions humanitaires, ils étaient sur le terrain. Mais sinon, c'est ma population qui passe la nuit sous Belle Étoile, raison à laquelle je sollicite au gouvernement congolais de pouvoir nous venir en aide. Deuxièmement, que l'auteur intellectuel, mon collègue du groupement Laou-Est, puisse transmettre devant la justice afin que cet acte ne puisse pas se répéter
Donatien Yakpa, chef du groupement Gbembele, c'est dans la province du Nord-Ubangi. À Butembo, il y a eu opération de recrutement pour la police. Déjà, le jour du lancement, 40 candidats se sont présentés. Certains ont affirmé qu'ils sont arrivés et sont motivés à servir le pays sous le drapeau. Ils veulent que d'autres jeunes répondent à cet appel. Des propos recueillis par Roger Moliata. C'est juste pour déposer aussi mon dossier pour que j'ai accès au recrutement de la PNC. Ce qui m'a motivé d'abord, c'est l'amour de la patrie. Je vais servir mon pays en premier lieu. Deuxièmement, c'est parce que je suis un Congolais et c'est le devoir de tout un chacun de servir son pays. Et personnellement, ça fait partie de moi. C'est pourquoi je dois intégrer la police nationale congolaise. À des jeunes tout comme moi, je pense qu'il est plus que temps de venir intégrer la police pour servir son peuple. Je pense que c'est pas le moment d'intégrer des mouvements qui sont pas reconnus par la loi. Il faut servir son pays tout en respectant la loi du pays, quoi. Ce qui m'a motivé, c'est seulement j'aime mon pays et je veux travailler pour mon pays. J'aimerais dire à toute personne de venir s'enregistrer aussi. Il ne faut pas sillonner en ville sans avoir une occupation. Donc nous appelons tous les jeunes de venir s'enregistrer. Pour avoir justement le patriotisme, j'aime mon pays, alors je veux travailler pour ma nation congolaise. C'est pour sauver notre Congo. J'aime l'école et la police. Voilà donc des candidats policiers. Il avait rencontré le chef de l'État aujourd'hui, ne sait plus à quel saint se vouer. Un policier en détresse fait appel au président de la République. Il s'agit de Héritier Bingika, dont l'œil a été perforé par une balle en mars 2019 à Butembo, dans la province du Nord-Kivu. Lors de la visite du chef de l'État à l'hôpital du camp Lufungula en 2020, le commandant suprême lui a donné sa parole afin d'assurer son évacuation pour des soins appropriés à l'étranger. Mais 3 ans après, rien n'a été fait. Le jeune policier est sans domicile à Kinshasa. Toutes les démarches qu'il a menées n'ont pas abouti. C'est dans cette optique qu'il passe par votre radio pour lancer un cri de détresse au président de la République. Écoutez Héritier Bingika au micro de Dieu merci, Lusakumulu. C'était le 10 janvier 2020. Lors de la visite du chef de l'État, le commandant suprême, lorsqu'il était venu à l'hôpital de Kalfungula, c'est là où on s'est rencontrés. Il m'a promis de me faire évacuer pour les soins appropriés à l'étranger. C'est pour cela, jusqu'à ce moment-ci, je n'ai même pas eu les traitements ni les voyages, mais tous les documents et son document qu'il a fait pour moi pour l'évacuation pour à l'étranger, urgemment, je n'ai même pas pu aller jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je suis venu ici chez vous pour lui informer que jusqu'à cette heure-ci, je n'ai même pas voyagé. Je suis toujours ici à Kinshasa. Je suis orphelin de père. Le commandant suprême écoute-moi. J'ai servi cette nation au fond du cœur. Maintenant là, je n'ai même pas de maison là où je peux même m'habiter. Je manque même de moi à dire papa, viens pour m'aider. Parce que dans la Bible, on nous a dit, Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, il a créé et Jésus lui a fait vivre. Et moi aussi, toi tu es comme mon sauveur. Je ne peux pas manquer cette occasion. J'ai perdu un œil, mais ça reste un œil. Là-bas au campus, ils ont dit, il peut même faire l'opération à l'étranger. Je peux même voir avec une seule yeux. C'était le policier Héritier Bingika. Colère de la veuve Chébé après la sortie médiatique du général fugitif John Numbi et demande au gouvernement d'accélérer la pression, de monter la pression pour obtenir l'extradition de l'ex-inspecteur général des FARDC. On l'écoute. C'est une honte d'abord pour lui de parler et de condamner, de dire tout ce qu'il a dit là. Parce que c'est eux qui ont rendu ces pays-là à ce niveau-là où nous sommes. Ils ont désorganisé les pays avec Joseph Kabila. Maintenant, il veut mettre la charge à qui? C'est pas Félix Tshisekedi. Moi, je pense que la République doit maintenant le chercher là où il se trouve pour qu'on l'arrête, qu'il puisse le transférer devant les instances judiciaires, qu'il puisse répondre à ces crimes. Ce monsieur-là ne peut pas se promener comme ça. Lui n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Après cette apparition de John Numbi, est-ce que Kinshasa ne devrait pas accélérer la procédure pour l'extradition de ce général fugitif? Exactement, c'est ça la demande que la République démocratique doit intensifier la demande de l'extradition de John Numbi au pays pour qu'il soit jugé pour ses crimes. Il n'est même pas un militaire, mais c'est un civil qu'on a rendu militaire pour assassiner les gens au détriment de son mentor. Mais il y a aussi les préalables. Vous aviez dit qu'il fallait nommer un général supérieur à lui, un général d'armée. Ce n'est pas encore fait concrètement.
Oui, c'est la seule demande que nous réitérons encore devant le président de la République, Félix Tshisekedi, de tout faire pour nommer quelqu'un qui est plus gradé, peut-être s'il y a un autre grade au-dessus de lui, ou bien c'est le même grade, qu'on puisse nommer quelqu'un pour que ces messieurs-là soient jugés devant tout le monde. Il ne dit pas des choses là sans Kabila. Ils se connaissent ces deux-là. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ils disent que Kabila ne parle pas. Il parle quand il est avec eux. Ils font des choses en cachette. Je pense qu'il doit être arrêté et lui et son mentor donner des ordres dont Joseph Kabila. La veuve de Floribert Chebeya. Et puis on parle de l'avocat et du garde du corps de Feu Chérubin Okende qui a pu enfin assister son client. Il dit avoir sollicité en chambre du conseil la remise en liberté de son client. On l'écoute. Pour la première fois, on a été à côté de notre client. Il a passé aux chambres du conseil. On l'a assisté. Nous avons sollicité la mise en liberté provisoire. Et nous allons voir. Puis après ça, on a eu quand même l'échange en tant qu'avocat avec son client. Le parquet avait quand même autorisé que nous puissions faire cet exercice-là juridique. Il est toujours sur la régulation de sa détention. Le parquet ne peut pas maintenir quelqu'un sans qu'il puisse régulariser sa détention. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, il avait déjà passé ce 15 jours lorsque le procureur avait demandé qu'on puisse prolonger. Aujourd'hui encore, le procureur l'a présenté devant le chambre du conseil en foraine pour qu'on puisse régulariser sa détention. Soit il va régulariser ça de 30 jours, soit il va prolonger ça de 15 jours. Et c'est dans 48 heures qu'ils vont nous répondre. Vous avez échangé avec votre client? On a seulement échangé. Ça sent tenu de l'endroit qu'on l'avait placé en détention à l'Ipekine. Maintenant, il est en prison centrale de Makala. Il est tellement affaibli. Aujourd'hui, c'était le premier contact. Tout s'est bien passé. On l'accuse de quoi? Bon, l'objet de la chancelle, on poursuit pour le meurtre puis la violation des consignes. Maître Jules Bongombe, l'avocat du garde du corps de Feu Chérubin Okende. Pendant ce temps, l'ONG internationale Reporters sans frontières demande l'abandon des charges qui pèsent sur le journaliste Stanis Boujakera et sa libération sans condition. La demande a été faite auprès du ministre congolais de la communication et médias. Patrick Mouyaya a échangé avec la délégation de RSF autour d'autres questions qui concernent les médias et leurs acteurs. Explication, Gino Raima de Charisma. Le ministre Mouyaya et ses hôtes ont parlé du projet Média Élection, un projet qui porte sur la formation des professionnels des médias en période électorale. Dans leurs échanges, ils ont également abordé la situation du journaliste Stanis Boujakera en détention depuis plus d'un mois déjà. Sadibou Marang est le responsable du bureau Afrique subsaharienne des Reporters sans frontières RSF. Nous avons profité de cette opportunité avec M. le ministre pour faire le tour de cette situation, mais également réitérer la position officielle de Reporters sans frontières, qui est d'abord d'abandonner toutes les charges qui pèsent sur Stanis Boujakera, mais aussi de le libérer immédiatement. Ça, c'est tout le temps notre position officielle en tant que Reporters sans frontières, mais cela a également été la position de notre partenaire sur le terrain, journalistes en danger. Et nous avons également appelé à l'abandon des charges qui pèsent sur tous les autres journalistes, au-delà de Stanis lui-même, mais tous les journalistes qui sont actuellement arbitrairement détenus dans le pays. Abordant le projet Média Élection, les délégués du RSF pensent qu'il va consister à fournir des équipements aux journalistes, même s'il a aussi un volet formation. Sadibou Marang. Comme en RDC, c'est la période préélectorale, la campagne va s'ouvrir bientôt. Le processus a déjà démarré. Donc nous avons estimé nécessaire d'appuyer les confrères journalistes à se former davantage, à davantage bien couvrir la période électorale. Mais au-delà de cela, à privilégier la question de la fiabilité, de l'intégrité de l'information en période électorale. Auprès du ministre Mouyaya, la délégation du RSF était accompagnée de Chivis Chivwadi, secrétaire général de GED, journaliste en danger. De Charisma. On parle aussi de la rentrée judiciaire en RDC. Le procureur général près la Cour de cassation a dénoncé le trafic d'influence sous toutes ses formes qui caractérisent la justice congolaise. Firmin Vodé a invité tous les acteurs judiciaires à bannir cette pratique. Il les a exhortés à respecter la Constitution, les lois de la République et le serment statutaire. Face au président de la République qui prenait part à cette audience publique et solennelle au Palais du Peuple, Firmin Vodé a prononcé sa mercuriale sous le thème « Le trafic d'influence en droit positif congolais ». Le procureur général près la Cour de cassation est ici au micro de Barik Bouema. Dans le même souci de lutter contre les antivaleurs qui émaillent notre société, j'ai choisi de développer ce jour le thème intitulé « Le trafic d'influence en droit positif congolais ». La justice a pour coutume de dire que la manifestation vivante de la démocratie est un pilier majeur de l'état de droit. Mais pour qu'elle joue efficacement ce rôle, elle doit être indépendante, impartiale, équitable. Bref, au-dessus de toute forme de pression. En ma qualité de ministère public au sommet,
créer les juridictions de l'aide judiciaire en République démocratique du Congo. J'engage tous les magistrats debout. À ce titre, je dois m'assumer. Et à ce titre aussi, quelques mesures drastiques mises en chantier portent déjà à ce jour quelques fruits. Et sans désemparer, nous allons devoir continuer. L'appareil judiciaire a pour unique capitaine la Constitution et les lois de la République. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence. Utile de Kinshasa. Il y aura élection le 20 décembre car la CENI est prête pour cela. Recadrage fait par le questeur de la centrale électorale en séjour dans le Haut-Katanga, suite au deuil qui a frappé sa famille biologique. AG Matembo invite ceux qui ne se sont pas préparés à attendre les élections de 2028. Ce fils du Grand Katanga a aussi appelé ses frères katangais à ne pas donner crédit à ceux qui tentent de politiser les associations socio-culturelles du Grand Katanga. On l'écoute au micro, le Ginorema Bera de Charisma. Ils disent que AG Matembo, il est arrivé au Katanga, il vient de faire un grand meeting où il vient de confirmer que le 20 décembre, il n'y aura pas élection, patati patata, même si on mettait un diable à la tête de la CENI. Mais là, je vais vous répondre, noir sur blanc. Je réponds aux inconscients. La première des choses, en tant que fils du Katanga, les défenseurs des valeurs katangaises, je vous annonce que le 20 décembre 2023, il y aura élection. La CENI est prête pour organiser les élections le 20 décembre. Tu ne peux pas cacher ton impréparation avec des faux tweets. Tu ne t'es pas préparé, il faut attendre 2028. Ceux qui sont prêts doivent aller aux élections en 2023 et c'est le 20 décembre. Tu peux mentir et tromper une population, mais jamais un peuple. Autre chose, Katangaises, Katangais, vous devez faire attention à toute tentative de politisation de nos associations socio-culturelles. Parce que le travail que nous faisons aujourd'hui pour l'unité katangaise, pour la fraternité katangaise, nous voulons un nouvel agenda où tous les Congolais auront droit de mieux vivre au Katanga. AG Matembo, le questeur de la Commission électorale nationale indépendante dans la province de l'Ituri. La police sera formée pour la sécurisation des élections. 40 policiers seront formés pour former d'autres policiers. C'est en tout cas ce qu'a affirmé une délégation de la direction générale des écoles de formation de la police au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. On écoute le colonel Niembo. La formation ici concerne toutes les catégories de la police. Mais c'est une formation spécialisée qui ne cadre qu'avec la sécurisation des élections. Les matières qui sont dispensées dans cette formation, c'est entre autres comment organiser la sécurité publique pendant les élections, comment organiser le maintien et le rétablissement de l'ordre public pendant les élections, ce qu'on appelle dans notre jargon la garde statique, comment sécuriser les bureaux de vote, comment sécuriser le matériel des élections, comment sécuriser même les candidats qui sont programmés à tous les échéances et à tous les échelons des élections. Le colonel Niembo de la Direction générale des écoles de formation de la police. Droit foncier, climat et conservation en RDC dans le bassin du Congo, un important dialogue entre ministères sectoriels, société civile, peuples autochtones se tient ce mardi à Kinshasa. Objectif, faire avancer le processus de réforme foncière et la reconnaissance juridique des droits des peuples autochtones et communautés locales dans la gestion des terres. Depuis 2018, le gouvernement congolais a placé plus de 3 millions d'hectares de forêt sous la gestion communautaire. Détail Myriam Iraki. Depuis quelques années, le gouvernement congolais a encouragé des réformes progressives des droits fonciers pour ces populations, en faveur notamment des communautés locales et peuples autochtones, principaux acteurs de la préservation et protection des ressources naturelles. En mettant autour d'une table toutes les parties prenantes, ce dialogue dit de haut niveau a pour ambition de mettre en lumière le rôle du gouvernement dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat et biodiversité et d'explorer de nouvelles possibilités de coordination entre gouvernements, société civile, donateurs et organisations de développement pour la promotion des droits des communautés de la RDC. Il faut savoir que grâce aux réformes en cours, depuis 2018, le gouvernement a placé
placer plus de 3 millions d'hectares de forêts sous gestion communautaire. Et selon les projections à venir, ces réformes pourraient potentiellement apporter une reconnaissance juridique à 200 millions d'hectares supplémentaires des terres communautaires en RDC. L'initiative des droits et ressources RRI est une coalition mondiale de plus de 150 organisations qui se consacre à la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés locales en matière de terres et de ressources. Myriam Iraghi, on parle de cette menace d'extinction des perroquets gris à culotte rouge dans la province du Maniema. Une délégation d'acteurs œuvrant dans le secteur de l'environnement venus du Maniema et quelques cadres et agents de l'Institut congolais de la conservation de la nature ont réfléchi sur cette question. C'était hier au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Détail, Rachel Inosiwe. Renforcer les mesures de protection, aménager les aires de conservation communautaire, impliquer la population locale dans la traque des braconniers, c'est sûrement par là que passe la sauvegarde des perroquets gris en RDC, parce que malgré l'arrêté du gouverneur de province de 2016, complété par celui de 2022, mettant fin à l'exploitation et à la commercialisation de cette espèce hautement protégée par la Convention de Washington, les perroquets gris continuent de subir la loi des braconniers, comme l'a affirmé Gilbert Diadi, membre du staff de la direction technique de l'ICCN. Bon, c'est un problème d'ignorance des lois et des textes. Parce que celui qui connaît bien les dispositions légales prévues par nos textes nationaux et celles prévues par les accords et les conventions que notre pays a ratifiées à l'international ne peut pas se permettre de se livrer à ce genre d'aventure. Il faut normalement une sensibilisation, pas seulement au niveau des populations locales, mais aussi au niveau des autorités. Et d'après le directeur technique et scientifique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, plus de 50 perroquets gris sont capturés chaque semaine dans la province du Maniema. Paulin Chikaya précise par ailleurs que cette espèce n'est présente qu'en Afrique centrale. Il se passe un problème au niveau de Maniema où on retrouve encore certaines personnes et certaines sociétés qui continuent à exploiter les perroquets gris. C'est pour ça que nous sommes dans cet atelier, c'est-à-dire nous avons transmis intégralement aux amis qui sont venus de Maniema ce que dit la loi. La loi dit que le perroquet est passé à l'annexe 1 de CITES, donc il ne doit pas être parmi les espèces à commercialiser. Pour rappel, le perroquet gris à calotte rouge est classé dans la catégorie d'espèces inscrites à l'annexe 1 de la Convention sur la commercialisation internationale des espèces de faune et flore sauvages dont l'exploitation et la commercialisation doivent être protégées. Rachel Insiwe. 10 000 mètres de gros câbles et un entretien général des turbines, c'est ce qu'il faut au mini-barrage Bandou dans la cité de Dingila, territoire de Bambessa dans la province du Bas-Uélé. Ce mini-barrage capable de produire 435 kVA et se trouvant à 7 km de la cité est malheureusement à l'arrêt depuis 1997 lors de l'entrée de l'AFDL. Selon le technicien maintenancier de ce mini-barrage, une fois remis en fonction, plusieurs secteurs de la vie vont se relancer. Explication, José Ipachi. À l'arrêt depuis la guerre de l'AFDEL en 1997, ce mini-barrage à 7 km de la cité de Dingila, un des centres commerciaux du territoire de Bambessa, peut contribuer à l'émergence de l'économie de ce coin une fois remise en marche. Sylvain Soumanendebo, technicien de maintenance. Pour les réseaux domestiques, c'est 220 volts. On n'utilise pas les 15 000 volts pour transporter les 400 volts d'ici jusqu'en ville. Vous voyez que ce sont de gros câbles. Quand on remonte, on rehausse la tension à 15 000, le courant descend de 600 à 25 ampères. On revient à la position initiale, on rabaisse encore la tension de 15 000 à 400 et puis l'intensité à 600 ampères, puis on distribue à la population. De même comme à Kinshasa, Inga, Katanga, on a réussi à 220 000 volts, mais arrivé à Katanga, alors on rabaisse. On rehausse la tension en fonction de la distance. Puisque c'est 7 km de même partout. Ça va décanter beaucoup de problèmes. D'abord, l'usinage des cotons. Il y a aussi la scierie, des machines d'outils. Il y a aussi des abonnés, des clients qui vont en profiter. S'y étant rendu, le sénateur Papi Bazego a reconnu à juste titre l'importance de ce mini-barrage. La centrale d'ici, elle a été construite pour le besoin de la cause. Faire tourner les usines des Côtes-du-Nord. Et aussi alimenter en électricité le quartier, les travailleurs, c'est-à-dire le quartier où habitaient les travailleurs. Outre les gouvernements provinciaux d'Ibaouélé et de la Chopo qui peuvent mutualiser les efforts pour redémarrer ces barrages et faciliter la tâche à la société textile de Kisangani, le gouvernement central a intérêt de ne pas abandonner cet investissement moisir.
José Pachi et puis les 4 vedettes acquises grâce au fonds du trésor public destiné au transport sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma sont à présent sur lequel les premiers bateaux étaient arrivés il y a un peu plus de 2 semaines, les autres sont arrivés un peu plus tard. Le trafic va pouvoir démarrer après la réhabilitation du quai, satisfaction d'un ancien agent de la SNCC. Je revenais du Burundi. Arrivé à la frontière, j'ai vu des gens, j'ai posé la question. J'ai vu que sur ces vedettes était écrit SNCC. Pourtant, je suis un produit de la SNCZ. Après mes études, j'ai commencé à la SNCC Bukavu. Je suis allé à la SNCZ, Kinshasa, puis jusqu'à prendre ma retraite. Tout ce qui porte sur la CC m'intéresse. J'avais appris que les vedettes étaient arrivées au chantier et j'ai voulu voir de mes propres yeux parce que j'avais eu des nouvelles selon lesquelles que des vedettes allaient arriver. Mais je pensais que c'était faux et pourtant c'était bien vrai. Pour moi, je considère que c'est le premier président à permettre l'achat de ces vedettes depuis que la SNCC existe. Le président de la République et le directeur général sont des personnes à féliciter. Je ne les connais pas personnellement, eux non plus ne me connaissent pas, mais ils sont à féliciter. Je suis très heureux de voir des bateaux de ce genre, des vedettes qui arrivent. Il y en a 4. Pour moi, c'est une satisfaction. Voilà donc un ancien agent de la SNCC. Pas de route dans la province du Nord-Ubangui. La RN24 est devenue impraticable à cause des ravins et nids de poules qui se sont créés sur la chaussée. La circulation des personnes et des biens pour atteindre Gbadolité, le chef-lieu de la province, est impossible. La ville est isolée de ces 4 territoires. Les marchandises des commerçants restent bloquées à l'unique port de la province, à Businga. C'est à 140 km de Gbadolité. Aucun véhicule n'effectue le transport et la vie devient de plus en plus chère dans la région. La société civile locale parle d'un véritable calvaire qui nécessite l'intervention des autorités compétentes. Détail, Dieudonné Didier Dutimo, correspondant de Top Congo à Gbadolité. La province du Nord-Ubangui ne dispose que d'un seul port où accostent les navires en provenance de Kinshasa. Ce port, situé à Businga, à 140 km de Gbadolité, chef-lieu des provinces, est débordé par les marchandises des opérateurs économiques. Ces derniers ne savent pas évacuer leurs biens vers les centres de consommation suite à l'impraticabilité de la route nationale numéro 24. Aucun véhicule ne peut oser rouler pour atteindre le port de Businga suite à des têtes de ravins et des nids de poules qui se sont créés sur la chaussée de la RN24. Déjà, les conséquences se font sentir sur le prix des produits manufacturés à Gbadolité où tout coûte cher à la suite de la rareté des biens sur le marché. Une situation qui fait encore et toujours parler la société civile Force Vive locale. Son président Taylor Taimazalo tire une sonnette d'alarme aux décideurs en vue d'intervenir au plus vite que possible. Maintenant, la situation est devenue déplorable. Nous demandons tout simplement à notre gouvernement de faire le nécessaire pour que cette route-là, nationale numéro 24, puisse aider la population. Sans cela, en tout cas, tout est bloqué. L'État doit trouver une solution urgente. Là, se pose un réel problème. Là, sur le marché, il y a ce qu'on appelle flambée des prix. Tout coûte maintenant trop cher. Si l'État n'intervient pas vite, la situation deviendra catastrophique. Notons qu'il n'y a pas longtemps, la FEC avait décrété une journée ville morte à Gbadolité pour exiger du gouvernement central la réhabilitation de la RN24 devenue très impraticable. Gbadolité, Didier Doutimo, Top Congo FM. À Kinshasa, ce sont les embouteillages qui perturbent le trafic dans la majorité des artères pendant les heures de pointe. Comment pallier ce problème? Le gouvernement envisage d'organiser des trafics à sens unique pendant les heures de pointe. Justement, c'est le ministre des Transports et de Communication, Marc Ekila, qui l'a annoncé hier dans un briefing presse. Il a également révélé qu'une commission d'études envisage de remettre la responsabilité de constatation des infractions routières entre les mains des inspecteurs du parquet. On écoute Marc Ekila au micro de Dieu merci, Loussa Koumoulou. Nonobstant les intervenants du secteur du transport que j'ai cités traditionnellement, l'ITP, le ministère de l'Intérieur, nous avons pensé y mettre le parquet. Je vais vous dire pourquoi le parquet. Avant d'en arriver, nous avons pensé qu'on peut, dans une phase expérimentale, dans une phase, je dis bien, expérimentale. Je prends le risque de le dire, le travail n'est pas encore fini au niveau des experts, mais je prends le risque de le dire. Nous avons pensé par exemple pour le flanc ouest, c'est là que l'expérience devrait commencer. En principe, c'est-à-dire de 5h, non, de 6h ou 5h30 jusqu'aux alentours de 10h30.
faire le sens unique. Si vous connaissez la partie ouest, si vous allez pour bien comprendre, prenons directement Kitambo, parce que je ne vais pas prendre Kintsuka, Delvaux. Prenons, tout le monde vient là, fait jonction au niveau Kitambo. Si vous regardez de part et d'autre, nous avons 3 bandes à gauche, 3 bandes à droite. Comme le mouvement le matin, c'est vers le centre-ville, nous avons pensé que de 5h30 à 10h30, on peut faire 5 bandes qui descendent vers la ville. Vous allez me poser question, mais comment vous allez y arriver? Nous avons un service qu'on appelle Commission nationale de prévention routière. C'est lui qui est chargé de placer les panneaux de signalisation, qui a déjà commandé ces panneaux mobiles, portatifs. On nous donne les indications pendant les heures. Avec ces services-là, nous avons déjà commandé les panneaux portatifs pour pouvoir indiquer les mouvements des heures. Voilà. Et dans le sens, c'est vice-versa. Mais donc, nous avons pensé aujourd'hui, avec ce que nous dénonçons nous tous là, je ne suis pas en train de parler en mail de nos collègues qui régulent la route, mais nous avons pensé qu'il faut leur laisser seulement la régulation. La constatation des infractions doivent être faites par les inspecteurs ou les OPJ. Marc Kila, le ministre en charge des transports et voies de communication. Innovation à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'école doctorale sera opérationnelle au cours de cette année 2023-24. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de collation des grades académiques pour la première session. Béro Matonda nous affirme qu'au total, 25 lauréats DA, diplôme d'études approfondies, et 289 gradués et licenciés ont reçu leur diplôme. C'était en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Détail, Béro Matonda. Les familles, les amis et les connaissances ont accompagné les leurs pour obtenir leur diplôme après de longues années d'études, tout en sachant que les années académiques sont toujours couronnées de vicissitudes. Aujourd'hui, je suis fier parce que je suis un cadre de la société. Et du coup, je suis un enseignant qualifié, un orienté. J'ai beaucoup de sentiments de transmettre ce que j'ai appris à l'ISP Gombe. Aujourd'hui, je suis diplômée en études approfondies, filière géographie. Et là, c'est en didactique des disciplines. Pour le professeur Gertrude Ekombe Ekofo, directeur général de l'ISP Gombe, les efforts ont été conjugués cette année pour améliorer les conditions d'apprentissage dans cet institut supérieur. Les fleurs reviennent au comité de gestion. L'ISP Gombe a pu payer à temps 10 mois de primes de transport et 9 mois de primes de canal. Les travaux de construction du grand bâtiment administratif par e-Connect, que je salue, qui abritera en même temps le campus numérique de l'ISP Gombe, avance à grands pas. L'entreprise e-Connect, notre partenaire, s'est engagée à la construction du bâtiment qui abritera le code d'application et DAP de l'ISP Gombe. Il y a aussi des travaux en partenariat avec le groupe Guamping pour la construction d'un hôpital de 3 niveaux, des auditoires et de bureaux. Le souci du comité de gestion, c'est de créer à l'ISP Gombe des conditions de travail minimales, respectueuses des lois et des instructions académiques. Tout est mis en marche pour le fonctionnement de l'école doctorale cette année à l'ISP Gombe. Béro Matonda. On va revenir sur le malaise à la congolaise des voies maritimes. Les agents de cette entreprise publique observent un mouvement de grève. Ils dénoncent la saisie des avoirs de l'entreprise suite à une affaire judiciaire. Lors d'une assemblée générale tenue à Boma au Congo central, les agents ont sollicité l'implication du chef de l'État. Détail, Dominique Dinanga. C'est un véritable calvaire pour les agents de la congolaise des voies maritimes. Les avoirs de l'entreprise, dont les comptes bancaires ont été saisis suite à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Boma dans une affaire opposant la CVM à M. Jean-Thomas Kassakassa. Jugement confirmé par la cour d'appel de Matadi. Hubert Mayala est président de la délégation syndicale nationale de la CVM. Quand on sait les comptes, il y a des implications négatives. Les fleuves seront abandonnés, puisque nous, c'est chaque vendredi que nous devons envoyer nos navigants au fleuve pour maintenir l'aménagement et le maintien du bief maritime. Plusieurs malades ont trouvé la mort parce qu'on avait arrêté les comptes. L'affaire a été portée au niveau du tribunal de commerce de Kinshasa. La partie CVM conteste la validité de la créance ayant conduit à la saisie de ses comptes. Les agents sollicitent l'implication du chef de l'État pour une solution à ces problèmes. Valentin Bokomba Mabenga est directeur du chantier naval. Que tu sois procureur, devant la vision du président, tu tomberas
je crois que le conseil d'administration, la direction générale, ils feront tout pour aller plaider auprès du président de la République. Et vous trouverez que si la CVM arrivait à effacer cette charge, directement l'entreprise va se mettre à flot. Ces dossiers viennent aggraver la situation de la CVM, dont les agents comptent jusqu'à 29 mois d'arriérés de salaire, avec plus de 700 agents en retraite. Dominique Dinanga, il y a aussi la réaction du cabinet du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères qui est accusé de népotisme, clientélisme dans l'exercice de ses fonctions. Alain Tchibanda, conseiller en communication au cabinet du ministre Christophe Lutundula, parle d'accusations non fondées. Selon lui, toutes les mises en place faites respectent les critères de compétence et équilibre géopolitique au sein de l'administration. Toutes les personnes envoyées en poste diplomatique qui ne sont pas fonctionnaires sont des agents hors cadre, comme le veut la loi. Le porte-parole du cabinet de Christophe Lutundula parle de manipulation pour un but inavoué. On écoute Alain Tchibanda. Il n'y a jamais eu de tribalisme dans le chef du vice-premier ministre Lutundula. Dans la procédure d'envoi en poste, Christophe Lutundula a travaillé étroitement avec l'administration. Pour preuve, tous les projets relatifs aux ordres de mutation viennent toujours de l'administration. Deuxième précision, on reproche à Christophe Lutundula d'envoyer des gens en poste qui n'ont pas de numéro matricule. Cette catégorie constitue ce qu'on appelle les hors cadres. Christophe Lutundula, comme VPM au Minafet, n'a pas inventé cette situation. Lorsqu'on veut faire une mise en place, il y a des postes techniques qui nécessitent le recrutement de certaines personnes qui ne sont pas forcément du Minafet et en faire des diplomates. Sur les hors cadres envoyés en poste par Christophe Lutundula, il n'y a pas que des tétés là. Ceux qui accusent le VPM parlent sans avoir des statistiques. Les chiffres existent et prouvent une toute autre histoire. Troisième précision, s'agissant des directeurs. Actuellement, au sein de l'administration des affaires étrangères, il y a 16 directions. Il n'y a que 2 qui sont étés là, chancellerie et direction ressources humaines. Dans les critères de nomination, il y a aussi la compétence qui compte. Et c'est un pouvoir discrétionnaire. Pour quelle raison, dites-le moi, on ne devrait pas nommer un tété là alors qu'il fait preuve de compétences et d'une maîtrise d'un secteur précis? Alain Tchibanda, conseiller en communication du ministre des Affaires étrangères. On parle santé à présent. La province du Sud Kivu vient de dépasser la barre de 7000 cas de maladie de choléra qui a été rapportée dans plusieurs zones de santé à travers la province depuis le début de l'année. L'information est livrée par la division provinciale de la santé qui indique qu'à ce jour, 7090 cas ont été confirmés. Parmi eux, 86 décès, soit une létalité en hausse de 1,2%. Détail. Lola. Dans un entretien avec Top Congo FM ce mardi 17 octobre, le docteur Justin Benguéa, chef de bureau en charge de l'information sanitaire à la 2P Sud Kivu, affirme que cette maladie persiste suite notamment à la pénurie d'eau potable dans plusieurs zones de santé. Celui-ci renseigne que cette semaine, plus de 160 nouveaux cas ont été rapportés dans 5 zones de santé qui continuent de notifier des cas. Il appelle la population à acheminer tout cas suspect de choléra auprès de la structure sanitaire la plus proche où la prise en charge est gratuite. Justin Benguéa. Actuellement, nous avons 5 zones de santé en épidémie de choléra. Il y a la zone de santé de Minova qui est en tête avec 69 cas pour la semaine qu'on vient de finir, la semaine 40. Il y a eu également 40 cas de la semaine à Uvira, c'est aussi en épidémie, ça c'est dans l'axe sud. Il y a eu 33 cas dans la zone de santé de Ruzizi. Au nord aussi, il y a la zone de santé de Katana qui a notifié 11 cas depuis le début de l'année. Au niveau de la province du Sud Kivu, nous avons notifié 7090 cas et 86 décès, soit une létalité de 1,2%. C'est quand même énorme comme létalité. Le nombre de décès sont élevés suite aux nouvelles zones de santé de l'Ouest qui ne sont pas habituées à riposter contre le choléra, essentiellement dans la zone de santé de Mulungu et Chabunda. Notons que la province du Sud Kivu fait face actuellement à plusieurs épidémies. En plus du choléra, 6 cas de monkeypox ou variole du singe ont été confirmés cette semaine, ainsi que 94 cas suspects. De Bukavu, grâce Lola pour Top Congo FM. Et on amorce l'atterrissage culture avant de terminer avec le sport. Promotion de la culture congolaise, la directrice générale du FPC, Fonds de promotion culturelle, Barbara Kanam, a officiellement lancé une campagne d'identification des redevables. Cette campagne qui va durer 30 jours concerne dans un premier temps les communes de Gambé et Limité. Reportage Genovic Boa.
C'est une campagne qui a pour objectif connaître le redevable du fonds socio-culturel afin de maximiser les recettes. Mubanga Lubaki Germain est directeur de coordination des provinces et superviseur de la campagne au FPC. C'est pour la maximisation des recettes puisque ces redevables payent une redevance au fonds socio-culturel et cette redevance sert pour financer la promotion de la culture congolaise. Nous allons commencer d'abord avec la commune de la Gombe et la commune de Limité pour cette année. L'année prochaine, nous allons continuer pour terminer avec toutes les communes et enfin pour construire un répertoire national des redevables qui sera signé et publié par le DG du FPC. Cette identification donnera au fonds de promotion culturelle de se constituer un nouveau répertoire pouvant lui permettre d'assurer la traçabilité de tous ces assujettis dans le paiement de la redevance pour la maximisation des recettes. Barbara Kanam, DG du FPC, a profité de l'occasion pour sensibiliser ses agents à bien faire ce travail car l'avenir de leur boîte en dépend. Nous avons un objectif, c'est mobiliser les recettes. Et nous demandons donc à tous nos redevables de s'acquitter de leur exactement, c'est civique, parce qu'il s'agit de l'État. Ce pays est un pays qui est immense et la culture peut générer beaucoup d'argent. Mais je compte vraiment sur vous, sur votre implication. Parmi les redevables, il y a ceux qui sont dans le secteur culturel et artistique, ceux qui font la publicité à travers le pays. Il y a également les artistes, les salles de cinéma, maisons de beauté, pour ne citer que ceux-là. Après Kinshasa, la campagne va se poursuivre en province. Genovic Boa. On parle sport pour boucler, délocalisation du match de TP Mazembe vers la Tanzanie. La marche prévue ce mardi à Lubumbashi par les supporters de l'équipe pour fustiger cette situation a été interdite par la mairie. Le stade TP Mazembe avait été quadrillé par des éléments de la police. Joyce Tunda, la maire adjointe de la ville cuprifère, avait affirmé que c'est depuis le 26 mai dernier que toutes les marches ont été interdites sur toute l'étendue de la capitale du Haut-Katanga. Du côté de l'équipe TP Mazembe ont réagi après les déclarations du ministre des Sports et celui de la communication et médias. Le secrétaire général du club noir et blanc de Lubumbashi, Frédéric Kitenge, a indiqué que si le gouvernement avait bien fait son travail, ce match n'allait jamais être délocalisé. Il a par ailleurs confirmé la non-assistance financière dont est victime le tout-puissant Mazembe de la part du gouvernement, contrairement aux autres clubs congolais qui perçoivent bel et bien l'argent de l'État pour leurs prestations dans les compétitions interclubs de la CAF. On l'écoute. Je confirme que si le gouvernement avait bien fait son travail, on n'en serait pas là. Chaque fois que le TP Mazembe s'adresse à la FECOFA, il met le ministère des Sports en empiliation. Nos correspondances se font par voie électronique et 3 conseillers au ministère des Sports reçoivent le courrier. Le match a été délocalisé le dimanche 15 après plusieurs mises en demeure pour obtenir une lettre de courtoisie pour les visas des invités de la CAF afin que celle-ci à son tour leur confirme. La procédure a tellement pris de lenteur, FECOFA, Sport, Affaires étrangères, Intérieur, DGM. Je vous fais grâce de tous les détails. De guerre lasse, la CAF a finalement annulé notre match de Lubumbashi le dimanche en fin de journée. Dédouanement du matériel. C'est ici le cadet des soucis. N'ayant pas obtenu le matériel de jeu de la francophonie stocké à l'aéroport d'Njili à Kinshasa, les organisateurs ont fait arriver à Lubumbashi le samedi 14 un matériel de production. Les techniciens devaient arriver aujourd'hui le 17, mais les choses ayant changé le 15, plus rien ne sera au rendez-vous. Même si les services des sports n'ont pas reçu la demande de la FECOFA à temps, le TP Mazembe avait déjà saisi tout le monde et les preuves électroniques sont là. Enfin, les responsables du gouvernement se sont volontairement trompés en affirmant que les équipes représentatives bénéficient de la prise en charge de l'État. Oui, toutes les équipes, à l'exception du TP Mazembe. Depuis que M. Nicolas Kazadi est aux finances, il a rayé le TP Mazembe de la liste des clubs congolais. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde de John Condé. Merci à Théo Lusakweno qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline Sioué et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction. Pascal Capal était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.